au cours du siècle dernier. Donc, pour expliquer l'origine de la vie, on a de très nombreuses étapes à interpréter pour arriver à l'apparition d'un organisme vivant qui peut être de ce type-là. Il faut démarrer, en tout cas, avec la vie telle qu'on la connaît, il faut démarrer par des molécules, des petites molécules organiques très simples qui, spontanément, vont s'associer entre elles pour former des structures de plus en plus complexes, jusqu'à un moment franchir une étape de complexité pour conduire à des molécules biologiques et à l'apparition de la vie. Donc, aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur ce premier aspect de la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de molécules extrêmement simples, qu'on peut trouver dans l'environnement primitif terrestre, qu'on peut aussi retrouver dans les atmosphères d'autres planètes ailleurs dans le système solaire, autour d'autres étoiles, comment ont lieu ces premières étapes, où est-ce qu'elles ont pu avoir lieu, et c'est ensuite Marie-Christine Morel qui, dans quelques jours, viendra sur la transition plutôt entre ce qu'on appelle la chimie et la biologie. Voilà. Alors, en guise d'introduction, je vais vous présenter quand même la discipline pour laquelle on est tous réunis ici, l'exobiologie. Aux États-Unis, on appelle ça l'astrobiologie. Le terme astrobiologie est de plus en plus utilisé. Il faut savoir que c'est strictement synonyme. Les deux termes recouvrent la même chose. Et l'exobiologie, vous devez le savoir, c'est pas uniquement rechercher de la vie ailleurs dans l'univers. La définition de l'exobiologie, c'est l'étude de la vie dans l'univers, certes, mais plus précisément les conditions et les processus qui ont permis l'émergence du vivant. Et on part d'abord sur le seul type de vie qu'on connaisse, la vie sur la Terre. Donc, première question, comment est-ce que la vie est apparue sur notre planète? Et on pu ou pourrait le permettre ailleurs. À partir du moment où on a des idées de comment est-ce que la vie est apparue sur la Terre, dans quelles conditions, quels sont les éléments de base, les ingrédients de ce qu'on appelle la soupe prébiotique, essayer de voir si on peut avoir cette même soupe prébiotique ailleurs dans l'univers. Et donc, comme je suis chimiste à la base, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement, l'étude de l'évolution de la matière organique vers des structures complexes dans l'univers et les recherches qui concernent la distribution de la vie sous toutes les formes qu'elle pourrait revêtir et son évolution. Donc, l'exobiologie est regroupée en France au sein de ce qu'on appelle un GDR, un groupe de recherche qui s'appelle GDR Exobiologie. Vous avez l'adresse internet ici. Et sur ce site internet, vous pouvez être mis au courant de toutes les activités du GDR. Il y a beaucoup de documents de vulgarisation aussi qui sont mis en ligne. Alors, l'exobiologie, c'est devenu une science maintenant reconnue dans quasiment tous les pays en tant que telle et supportée par les organismes de recherche, mais ça a démarré de manière un petit peu désordonnée. Et des scientifiques qu'on connaît dans d'autres domaines se sont posé la question de savoir s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers et ont essayé d'établir des communications avec des vies extraterrestres. Et ici, donc, Carl Gauss qui voulait défricher un triangle de 150 km de côté dans la forêt de Sibérie pour signaler aux habitants de la Lune éventuels ou aux Martiens qui avaient des êtres intelligents sur Terre. Et on a comme ça beaucoup d'exemples, toujours Gauss qui proposait d'envoyer des signaux lumineux vers la Lune à l'aide de miroirs, ou mettre le feu en plein milieu du Sahara, toujours pour signaler notre présence à d'éventuels extraterrestres, donc soit en mettant le feu ou en 1869 focaliser les rayons solaires à l'aide d'immenses miroirs pour envoyer des messages vers la planète Mars. Plus récemment, et j'en dirai juste quelques mots, l'expérience, le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dont Frank Drake est l'un des initiateurs. Et l'objectif de ce projet, c'est d'écouter au début une longueur d'onde bien précise et maintenant sur un domaine de gamme spectrale beaucoup plus large, d'écouter si on reçoit d'autres
d'autres planètes, d'autres mondes, des signaux de vie intelligente. Alors, comme on ne va pas en parler à nouveau, je pense, cette semaine, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, donc Frank Drake est très connu en exobiologie pour avoir posé ce qu'on appelle l'équation de Drake, qui est une équation très simple qui donne le nombre de civilisations intelligentes qui existent dans la galaxie avec lesquelles nous pourrions être mis en contact, qui est basée sur plusieurs facteurs, des probabilités, certaines connues, d'autres complètement inconnues et complètement spéculatives. Donc le nombre de civilisations avec lesquelles on pourrait être mis en contact dépend du nombre d'étoiles en formation, de la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes. Donc deux facteurs qu'on commence à maîtriser assez bien. De la fraction donc, des étoiles possédant des planètes, du nombre moyen de planètes par étoile propice à la vie. Ça, pour l'instant, on est toujours, en termes d'observation, on reste toujours à 0, mais parce qu'on observe, Franck vous en parlera, surtout des planètes assez différentes de la Terre à l'ère actuelle. Et ensuite, des planètes où la vie pourrait apparaître, la fraction des planètes où la vie apparaît, la fraction des planètes où cette vie est intelligente, etc., etc. Là, on est dans des domaines où chaque fraction peut être entre 0 et 100% quasiment. On n'en a aucune idée, mais ça pose juste, ça a le mérite au moins de poser les différents paramètres. Et on a des données concrètes, scientifiques, uniquement pour l'instant sur les deux premiers, et on va commencer dans les prochaines années sans doute à avoir des éléments de réponse pour la suite. Donc SETI, pour ceux qui sont ici en pension complète, mercredi soir, on regardera le film Contact qui raconte la vie, fictive. Jocelyn Bell a vraiment existé, mais donc la vie romancée de Jocelyn Bell, qui a été une des scientifiques qui a poussé le projet à la fin des années 60 et au début des années 70. Voilà, donc des centaines de campagnes d'écoute pour l'instant, aucune réponse. Mais bien sûr, SETI, c'est de la vie intelligente et de la vie qui communique. Voilà. La systématique scientifique de l'exobiologie, c'est vraiment construite. Au début, c'était assez dispersé, mais c'est vraiment organisé au moment des missions Apollo. Et donc, c'est dans cette période-là, déjà, donc le mot exobiologie a été inventé par Joshua Lederberg, qui était prix Nobel de médecine à la fin des années 50, poussé aussi par Carl Sagan, qui était l'un des grands piliers et pionniers de cette science interdisciplinaire qu'est l'exobiologie. Et la question de base, c'était on va aller sur la Lune, on va en revenir, il faudrait essayer de ne pas ramener trop de cochonneries, des petites bactéries qui pourraient contaminer notre planète. Donc, la question de savoir est-ce qu'il y a de la vie, comment est-ce qu'on étudie de manière construite la possibilité que cette vie puisse exister ailleurs, ça a été d'abord une question qui s'est posée dans le cadre du programme Apollo. Voilà. Donc maintenant c'est une approche scientifique interdisciplinaire qui est assez bien établie, et je vais rentrer dans le vif de mon propos pour cet après-midi en vous présentant le plan. Donc on va commencer par des choses qui seront sans doute pour certains d'entre vous extrêmement basiques, et puis pour d'autres qui vont vous ramener peut-être jusqu'à des souvenirs datant d'avant le bac. Donc c'est pour ça que j'ai préféré revenir dessus pour tout le monde. Donc ce que j'ai appelé les ingrédients chimiques dans une soupe prébiotique. Donc on va partir de la vie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. On va se poser la question aussi de savoir qu'est-ce que c'est que la vie. Avant de regarder les grandes étapes, alors plutôt les grandes étapes, sous-entendu les grandes étapes historiques, quelles ont été les principales avancées, principalement au cours du siècle dernier, en chimie prébiotique.
Ensuite, on se posera la question de savoir d'où viennent, où ont été formées les premières molécules qui ont conduit à l'apparition de la vie sur la Terre. Donc, deux grandes familles de sources, des sources endogènes, donc des molécules qui sont synthétisées dans l'atmosphère, au fond des océans, donc au sein même du système Terre, ou alors des apports exogènes, non pas d'organismes vivants, mais de molécules prébiotiques. Donc on a vu un petit peu déjà ce matin, il y a des molécules organiques dans les météorites, d'où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles peuvent être synthétisées. On regardera ça ensemble tout à l'heure. Et je terminerai par donner des éléments de chimie prébiotique, donc vraiment de la chimie entre guillemets pure et dure, un peu de mécanistique chimique. Comment est-ce qu'on forme des acides aminés entre guillemets à partir de rien, à partir de molécules très simples, les sucres, les bases puriques et pyrimidiques. On regardera ça ensemble tout à l'heure. Donc, on attaque la première partie, ingrédients chimiques dans une soupe prébiotique, démanteler le robot. Et on va commencer par se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la vie. On ne s'est pas encore posé la question. À partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que la structure qu'on est en train de regarder est un organisme vivant? Et cette définition qui pourrait paraître assez triviale, en fait, apporte souvent autant de réponses que de personnes qui se posent les questions. Et des réponses de tout ordre, des réponses un peu d'ordre, je pourrais dire, philosophique. Donc Xavier Bichat qui écrivait en 1800 que la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Donc c'est une définition qui pourrait faire un très bon sujet de philosophie probablement, mais c'est pas quelque chose qui permet très pragmatiquement de répondre à la question est-ce que ce qu'on observe est vivant ou pas. Pour beaucoup de gens, la vie, c'est quelque chose d'évident. Mais quand sur Terre. Mais si on se pose la question de quand la vie est apparue sur la Terre, donc à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on avait un organisme ou une structure vivante sur Terre, ou si on se pose la question en se disant sur une autre planète, on découvre une structure, est-ce que c'est vivant ou pas? Il faut avoir des définitions un petit peu plus claires. Jacques Monod, qui proposait cette définition, propriété des objets doués d'un projet, et de manière presque caricaturale, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, suivant la personne à laquelle on pose la question, suivant sa discipline, on va avoir des réponses qui sont souvent très orientées par l'objet d'étude de cette personne. Un biologiste cellulaire va dire à la base de la vie, c'est la cellule et ce qu'il y a dedans. À partir du moment où on a une cellule, on a un organisme vivant. La question peut être aussi simplement tranchée. Un biologiste moléculaire va plutôt rentrer à l'intérieur, regarder comment fonctionne la machine, et certains vont vous dire la cellule, l'enveloppe, c'est pas forcément nécessaire. On a un organisme vivant à partir du moment où on a le système ADN, ARN, ou en tout cas quelque chose qui remplit les mêmes fonctions que l'ADN et l'ARN dans les organismes vivants qu'on connaît. Et un thermodynamicien qui s'occupe de questions d'énergie dira que la vie, c'est un système très complexe qui arrive à se maintenir loin de l'équilibre. On peut trouver ce genre de réponse à la question assez fréquemment. Alors, je vais vous donner quelques définitions qui me paraissent, à mon sens, un peu plus larges que celles que je vous ai proposées juste à présent. Donc, André Braque, l'un des pères de l'exobiologie française, parle de petits robots, de petits automates. Donc il dit la vie est basée sur des petits automates qui font des copies d'eux-mêmes et sont capables d'évolution lors de la copie. Donc on ne parle pas de molécules, on ne parle pas vraiment de qu'est-ce qu'est le support de la vie, mais on parle d'entités, de structures qui ont la capacité de créer des copies d'elles-mêmes. Ça, c'est le premier facteur important. Deuxième facteur, c'est l'erreur. C'est-à-dire que de temps en temps, en créant une copie d'elle-même, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, par hasard. Et
Un robot, c'est une structure. Je pense que ce qu'André Braque veut dire en disant robot, il ne veut pas forcément dire que c'est une molécule. Ça peut être un minéral, n'importe quel type de support qui répond à cette définition. Et donc justement, à partir du moment où on fait des erreurs, on se retrouve dans une dynamique darwinienne. Si cette erreur est favorable, le nouveau petit robot va mieux fonctionner et va se répliquer plus vite et va prendre le pas sur les anciens robots. Si cette erreur est défavorable dans un environnement donné, le nouveau petit robot va pas survivre, en tout cas moins bien se reproduire que ses prédécesseurs. Et autre définition de Leslie Orgel, un chimiste américain, qui dit que les organismes vivants sont des Citroën. Et donc l'acronyme de Citroën est utilisé pour Complex Information Transforming Reproducing Objects that Evolve by Natural Selection. On retrouve à peu près les mêmes idées que les idées énoncées par André Braque. Donc une structure. Là encore, on s'abstrait du support du vivant. Une certaine complexité dans la nature de cette structure qui se reproduit et qui évolue par sélection naturelle. Donc sélection naturelle, c'est le système erreur, favorable, sélectionné, défavorable, qui n'est pas sélectionné. Voilà. Dernière définition que je vous propose, qui reprend ce que je viens de vous donner. Donc, un organisme vivant, c'est une structure qui a la capacité de produire des copies d'elle-même sans perdre de l'information. Le paramètre fondamental étant que parfois cette structure se trompe dans sa réplication. Donc c'est ce qu'on connaît au niveau du vivant c'est ce qui se passe pour une molécule d'ADN qui mute, ce qui lui permet une évolution de type darwinienne. Alors, comment est-ce que le vivant terrestre répond entre dans cette définition, répond à cette définition? Donc, première constatation, quand on regarde tous les systèmes vivants connus sur Terre, on constate qu'ils sont basés sur au moins une cellule, donc une membrane, et que, en simplifiant, les ingrédients sont assez simples. Il faut de l'eau, environ 70% en masse des tissus vivants sont sous forme d'eau liquide, des membranes cellulaires, des protéines et le système ADN, ARN. Alors, pour faire une membrane, les biologistes vont trouver que mon discours est extrêmement simplifié, mais ce que j'essaie de faire passer ici, c'est uniquement les grandes idées de principe de base. La membrane d'une cellule, elle est constituée par une double couche de molécules qu'on appelle des molécules amphiphiles. Et de quoi sont faites ces molécules amphiphiles? Elles sont faites d'une partie qui est hydrophile, c'est-à-dire qui a des affinités avec l'eau et qui va se mélanger de manière préférentielle et parfaitement avec de l'eau. Donc la tête hydrophile et ensuite une longue chaîne organique qui est hydrophobe. Et on a une molécule qu'on appelle une molécule amphiphile. Et une fois qu'on a ce type de molécules, elles vont, de manière assez spontanée, s'organiser d'elles-mêmes, d'abord en double couche, comme vous pouvez le voir ici, avec d'un côté les pôles hydrophiles qui sont vers l'extérieur, vers l'eau, et aux deux extrémités, et à l'intérieur, les côtés hydrophobes qui vont se regrouper entre eux parce qu'ils aiment pas l'eau. Donc on va former une double couche, et assez spontanément, ces doubles couches peuvent ensuite s'organiser d'elles-mêmes en vésicules. Donc à titre d'illustration, je vais vous montrer une petite simulation qui a été faite par un collègue belge qui s'appelle Hugues Bersini. Alors avant de l'ouvrir, je vais vous expliquer tout de suite ce que vous allez voir. Ce petit programme simule justement le comportement de molécules amphiphiles.
dans de l'eau et avec des lois physico-chimiques très simples, c'est-à-dire en utilisant les forces d'interaction. Telle partie de la molécule est attirée vers l'eau, telle autre partie n'est pas attirée vers l'eau, préfère l'éviter. Et avec quelques lois très simples, vous allez voir le comportement de ces molécules qui sont au début disséminées de manière complètement aléatoire dans le système. Voilà. Donc vous voyez ici ces petites molécules qui sont faites d'un pôle hydrophile, donc la partie jaune, et la partie noire qui est hydrophobe. Et donc les molécules vont s'organiser spontanément. C'est juste des interactions de Van der Waals qui sont des interactions de force faible qui sont entre molécules. Et on a tout de suite l'organisation en double couche. Alors par contre, la fermeture dans ce modèle très simple n'est pas obtenue, ou alors par hasard dans de très rares occasions. Donc je vais vous le repasser une seconde fois maintenant que vous savez à quoi vous attendre. Voilà, donc très rapidement, on a cette organisation en double couche. De temps en temps, je reste très longtemps pour voir si ça va se fermer, mais je l'ai encore jamais vu. Là, on se dit peut-être, mais bon, il manque peut-être quelque chose au... Ah bah si, voilà. Bah, c'est parfait. Donc voilà, c'est la première fois que je le vois, il faut que je fasse... C'est filmé, il faudra faire une capture d'écran. Donc je vais continuer. Donc tout ça pour dire que, à partir du moment où vous avez ce type de molécule, cette structuration en membrane va se faire assez spontanément, tout simplement de par les propriétés électrochimiques de l'eau. Alors, on traverse la membrane et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette membrane. Et alors toujours de manière très simplifiée. Qu'est-ce qu'on voit ? On va avoir des molécules d'ADN. Et sur ces molécules d'ADN, on a l'information qui est ensuite retransmise, copiée par des brins d'ARN messagers, et qui transporte cette information à l'intérieur des ribosomes. Et les ribosomes, qui sont une usine à fabrication de protéines, vont lire l'information qui a été transmise par les brins d'ARN et associer les petites boules ici, qui sont des petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Ils vont les associer pour construire des longues chaînes d'acides aminés qui vont devenir des protéines. Le ribosome étant lui-même un mélange de protéines et d'ARN. Donc, c'est comme ça que fonctionne un organisme vivant terrestre. Et donc, pour qu'une cellule terrestre fonctionne, pour qu'un organisme vivant fonctionne, il nous faut donc la membrane, des protéines, ici, et l'ADN et l'ARN, donc deux molécules dans la structure, on va le voir, et extrêmement proches. Alors, beaucoup de choses sur ce transparent. On va dissocier les protéines. On va regarder comment est constituée une chaîne protéique. Vous en avez un exemple ici. Et cette chaîne de protéines est, comme je vous l'ai dit, une succession de molécules relativement simples, au regard de la complexité des protéines qui résultent de leur association. Donc, les protéines sont formées à partir d'acides aminés, et dans le vivant terrestre, on a une combinaison de 20 acides aminés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé ? La formule est extrêmement simple, c'est une molécule organique, acide, donc une fonction acide carboxylique, CO2H, aminé, une fonction amine, NH2, et sur les acides aminés biologiques, sont des acides alpha-aminés, c'est-à-dire que la fonction amine est sur le même carbone que la fonction acide carboxylique. Donc on en utilise 20. L'acide aminé le plus simple
ici, la glycine est composée d'un carbone, d'une fonction amine, d'une fonction acide carboxylique et de 2 atomes d'hydrogène. C'est l'acide aminé le plus simple qu'on peut faire. Si on substitue un hydrogène par un méthyle, un CH3, on va avoir l'alanine. Et à ce moment-là, on va avoir une molécule qui possède un carbone asymétrique. C'est-à-dire une molécule qui a un carbone avec 4 substituants, un carbone tétravalent, et chacun de ces substituants est différent des autres. Donc c'est le cas de l'alanine. La glycine, on a 2 substituants identiques, on a 2 hydrogènes. Et tous les autres acides aminés, vous pouvez les regarder, ont à chaque fois autour du carbone 4 substituants différents. Si on regarde la cystéine ici, si on regarde la sérine ici, à chaque fois des substituants qui sont différents. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que la molécule va exister à chaque fois sous 2 formes à l'état naturel. Une forme qui va être image dans un miroir de l'autre forme. Et ces 2 molécules ne sont pas superposables. Et l'analogie en général qu'on fait pour comprendre avec les mains, et là c'est le cas de le dire, c'est vos 2 mains sont chirales, et elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Par contre, vous n'arriverez jamais à les superposer. Et c'est la même chose qui se passe pour les acides aminés. Vous avez 2 formes d'acides aminés pour tous les acides aminés autres que la glycine. Alors, ces molécules chirales possèdent des propriétés vis-à-vis de la lumière, c'est-à-dire que si vous prenez un mélange avec uniquement la forme, par exemple, la forme gauche de la molécule, vous mettez ça en solution, vous allez voir que si vous faites passer de la lumière polarisée dans cette solution, le plan de polarisation de la lumière va être décalé vers la gauche. Si par contre vous prenez l'autre forme de la molécule, la forme droite de la molécule, eh ben, vous allez avoir votre plan de polarisation qui va être décalé cette fois sur la droite. Si vous prenez un mélange 50-50 des deux, ce qu'on appelle un mélange racémique, eh ben, il ne va rien se passer puisque les effets vont être compensés. Alors pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup là-dessus ? Parce que c'est l'un des gros problèmes en chimie prébiotique, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que tous les acides aminés qui sont utilisés par les organismes vivants utilisent seulement l'une des formes des acides aminés qui possèdent un carbone asymétrique. Ils utilisent uniquement la forme L. Donc la forme qui, mise en solution, fait tourner les plans de lumière polarisés sur la gauche. Donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc, on continue et on va regarder maintenant de quoi sont faites les molécules d'ADN et d'ARN. Donc ces molécules sont des longues chaînes de ce qu'on appelle des nucléotides. Alors un nucléotide, qu'est-ce que c'est ? C'est une association entre un phosphate, donc ici, PO4-, un sucre, que vous voyez ici en bleu. Donc ce sucre, pour l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ce sucre, ça va être le désoxyribose. Pour l'ARN, ça va être le ribose. Et l'une des 5 bases nucléiques, donc ces molécules que vous voyez ici, là, ici, qui sont une autre famille de molécules qui sont greffées sur le sucre, et ce sont en fait les lettres de l'alphabet génétique. Quand vous entendez parler de A, C, T, G, A c'est pour adénine, T c'est pour thymine, C cytosine, G guanine. Donc il va falloir, pour expliquer l'apparition de l'ADN et de l'ARN, avant de les associer entre eux, expliquer comment on puisse synthétiser, par exemple, les molécules d'adénine et le ribose, ou le désoxyribose. Donc ça va être un problème auquel on va s'attaquer. Et donc ici, vous avez la structure d'un nucléotide et la liste des différentes bases puriques et pyrimidiques. Donc l'adénine, la guanine,
la cytosine, la thymine. Et donc la thymine est uniquement utilisée par la molécule d'ADN et elle est remplacée par l'uracile dans la molécule d'ARN. Il y a un moyen de simplifier un petit peu le problème, et ça, Marie-Christine Morel vous en parlera beaucoup plus en détail que moi, mais je vais juste l'évoquer ici. Il a été montré que l'ARN peut être à la fois un support d'information, comme il est utilisé à l'heure actuelle, mais il peut aussi se substituer aux protéines en tant que catalyseur de réaction. Donc les protéines servent à catalyser les réactions du métabolisme. On s'est rendu compte que l'ARN peut fonctionner aussi sous ce mode-là, être un ARN catalytique. Et donc, l'hypothèse du monde ARN serait de dire, bon, la machine qui est à l'intérieur d'une cellule, elle est beaucoup trop compliquée pour être la machinerie de départ. On va essayer de voir si on ne peut pas utiliser toutes les fonctions, utiliser une même molécule pour toutes les fonctions. Et donc, l'ARN, dans cette hypothèse du monde ARN, fait à la fois office de catalyseur et de support de l'information. Donc pour résumer, afin de construire notre premier organisme vivant, il faut rendre compte, dans des conditions prébiotiques, c'est-à-dire avant l'apparition de toute forme de vie, dans un environnement plausible simulant la Terre primitive, d'une part de longues chaînes organiques amphiphiles, d'acides aminés, ensuite les acides aminés les associer pour en faire des protéines. Il faut avoir une source de phosphate, il faut avoir une source de base purique et pyrimidique, les lettres de l'alphabet génétique, et il faut synthétiser des sucres. Et donc dans l'hypothèse du monde ARN, il faudrait expliquer la synthèse du ribose. Donc voilà ce dont un chimiste a besoin pour démarrer le travail. Alors, ce travail, il a été démarré il y a déjà pas mal de temps. Et ça serait assez faux de vous dire, de tout temps, les hommes se sont interrogés sur les origines de la vie, parce que pendant longtemps, ce n'était pas vraiment un problème. Et je vais vous présenter maintenant l'une des premières expériences d'exobiologie qui a été faite en Hollande par un expérimentateur qui s'appelait Van Helmont, et qui expliquait de manière très simple l'apparition de la vie. Il a pris un récipient, il a bourré de vieux vêtements, de céréales séchées, il a pris un linge, il a recouvert ça et il a mis ça au fond d'une grange. Il est revenu quelques jours après et il a pu observer une apparition spontanée de la vie dans son enceinte réactionnelle. Il y avait des souris. Alors ça peut paraître assez étonnant, on pourrait se dire, bon, ils n'étaient pas très futés à l'époque, mais ça reflète l'état d'esprit de cette époque, de se dire que la vie c'était quelque chose qui allait de soi. On parlait à ce moment-là de génération spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune frontière entre le monde minéral, le monde végétal et animal, et la vie pouvait apparaître comme ça, et ça ne choquait pas plus que ça d'avoir des souris qui apparaissaient spontanément, et il n'y avait pas cette notion de contamination par l'environnement extérieur. Et de cette hypothèse de la génération spontanée a eu la vie dure, et je vais vous en reparler tout à l'heure. Au cours du XVIIIe siècle, on a commencé à découvrir la plupart des molécules utilisées par le vivant, des monomères biochimiques. Alors, on les a découverts, on les a identifiés, par contre, on était bien loin d'être capable de les synthétiser. Donc ça commence en 1810 par l'identification de la cystine, un acide aminé. Et ici, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous voyez tout au long du XIXe siècle, découverte des acides gras, de l'ADN, de la guanine, thymine, adénine, cytosine, uracile, les sucres. On avait identifié ces briques. Par contre,
pour certains, il n'était même pas question de chercher à les synthétiser. C'était quelque chose qui était impossible à synthétiser en laboratoire de manière abiotique. Et l'un des plus célèbres chimistes de l'époque, le Suédois Berzelius, donc, qui a fait des choses tout à fait importantes. Il a découvert le sélénium, la silice, il a inventé l'hémopolymérisation, catalyse et d'autres termes. Il écrivait en 1827 qu'on ne pouvait pas combiner de manière artificielle les éléments inorganiques de la même manière que la nature vivante. Et chaque molécule organique était associée à une force un peu mystérieuse qu'on appelait la force vitale, qui était inclue dans ces molécules. Et on a la question de synthétiser justement l'adénine, l'uracile, se posait même pas, c'était pas possible, c'était uniquement un organisme vivant qui était capable de les synthétiser. Et donc on se retrouvait avec le problème de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui a précédé si on a besoin d'un organisme vivant pour synthétiser du ribose, comment est-ce qu'on a formé les premiers organismes vivants? Mais comme il y avait cette force vitale, mystérieuse, cette génération spontanée, ça ne posait pas plus de problèmes que ça. Et il a fallu attendre, alors pas longtemps en regard de la citation, mais bon, c'était dans l'air depuis pas mal de temps, il a fallu attendre 1828, et un des anciens étudiants de Berzelius, qui a fait mentir son vieux maître, qui a réussi pour la première fois la synthèse d'une molécule organique à partir d'un sel inorganique. Il a réussi la synthèse abiotique de l'urée. Alors il écrivait en allemand, j'ai pris la citation dans un livre en anglais, hein, without the need of an animal kidney, donc sans un rein animal, uniquement en chauffant un sel de cyanate d'ammonium. Un peu par hasard, hein, son cristal traînait sur sa paillasse et il a fait l'observation qu'il fallait au bon moment. Et il s'est rendu compte en fait que son sel avait évolué en une molécule organique, la molécule d'urée. Et en fait, le terme, vous êtes peut-être demandé pourquoi la chimie du carbone s'appelle la chimie organique. Et quand vous regardez un livre de chimie organique, on ne parle pas beaucoup du vivant ou d'organismes vivants à l'intérieur. Ça vient en fait de cette époque qui précède la découverte et la synthèse de Wöhler, où toute la chimie du carbone était liée à la chimie du vivant. D'où cette confusion de termes chimie organique. Et donc c'est lentement après la découverte de Wöhler que la chimie organique est devenue la chimie des molécules à base de carbone et plus seulement la chimie du vivant. Alors on reviendra ensuite plus en détail sur ces synthèses, mais je vous donne les grandes étapes. Alors après la découverte de Wöhler, les choses se sont un petit peu accélérées. Strecker, 1850, réussit la première synthèse d'un acide aminé. Si vous avez fait de la chimie organique, vous avez sans doute entendu parler de la synthèse de Strecker, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il a réussi à synthétiser l'alanine en mélangeant l'acétaldéhyde, CH3CHO, l'ammoniac et la molécule d'HCN en phase aqueuse. Il a réussi à synthétiser l'alanine sans utiliser un organisme vivant. 1861, Butlerhoff réalise la première synthèse de sucre, tout simplement à partir d'un mélange de formaldéhyde. Alors il a trouvé le bon catalyseur, et donc cette réaction est maintenant appelée la réaction de Formose, la réaction Formose, qui permet la synthèse de sucre à partir de petits précurseurs très simples. Alors, est-ce qu'il y a une personne dans l'assistance qui reconnaît qui est sur cette photo? Alors, en général, on le montre avec une longue barbe. Pardon? C'est ça, c'est Darwin, en effet. Donc, en 1859, il publie son ouvrage sur l'origine des espèces. Et d'une certaine manière, il simplifie un petit peu le problème de la question des origines de la vie, puisqu'on s'était rendu compte, je suis allé un petit peu vite, mais on a fini par se rendre compte que les souris apparaissaient pas spontanément, mais que c'était une contamination extérieure.
Par contre, la génération spontanée était toujours observée au point de vue de micro-organismes. On n'arrivait pas à avoir un environnement stérile, et donc dans tout milieu de culture, on constatait qu'il y avait un développement bactérien. Et donc les tenants de la théorie de la génération spontanée disaient regardez, vous prenez n'importe quoi, vous le laissez tranquille évoluer sans rien lui apporter, il va forcément avoir une colonie de bactéries qui va proliférer. Et on avait beau, avec les moyens de l'époque, essayer de stériliser du mieux qu'on pouvait le milieu, on n'y arrivait pas, il restait toujours un résidu de contamination qui proliférait. Et donc je disais que Darwin a simplifié un petit peu la question, puisqu'il a dit, la génération spontanée, effectivement, ça ne marche pas pour les mammifères, les araignées et les insectes. Pour expliquer l'origine de la vie, il ne faut pas expliquer l'origine de toute la diversité du vivant qu'on connaît ici. Par contre, il suffirait d'expliquer l'apparition d'un organisme primitif, extrêmement simple, microscopique, qui ensuite, par les lois de l'évolution, de sélection naturelle, évoluerait pour créer la diversité du vivant tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Alors il nous a simplifié le problème d'une certaine manière, mais reste à résoudre la question de l'apparition de ce premier organisme. Et c'était un sujet extrêmement débattu à l'époque. C'était tellement débattu que dans les années 1860, l'Académie des sciences propose d'ouvrir un concours avec un prix. Et le prix serait décerné aux scientifiques qui seraient capables de montrer, de confirmer ou d'infirmer la théorie de la génération spontanée. Et la personne qui a remporté ce prix en 1862, c'est Louis Pasteur, qu'on connaît mieux pour ses autres travaux, mais il a gagné ce prix-là parce qu'il a réussi à montrer, tout simplement, que lorsqu'une solution est convenablement stérilisée, isolée de l'environnement extérieur, il n'y avait pas de génération spontanée et elle demeurait stérile indéfiniment. Alors je vais vous montrer le principe de cette expérience. Donc tout simplement, il avait pris un ballon avec un col allongé, dans lequel il avait fait différents mélanges, en mélangeant donc soit de l'eau et du sucre, de l'eau et de la levure. Ensuite, il a coudé le col. Alors on dit qu'il a un col en forme de coup de cygne, et il a porté le milieu à ébullition. En portant le milieu à ébullition, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est évaporée et elle a recondensé en se refroidissant dans le col pour former ici un bouchon à l'extrémité du col. Et il paraît, parce que je ne les ai jamais vus, mais on m'a dit qu'à l'Institut Pasteur, il y a encore des ballons qui datent de l'époque de Pasteur, où il avait fait ses expériences, et aucune contamination bactérienne à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait stérilisé le milieu en portant le mélange à ébullition, et en recondensant ici de l'eau elle-même stérilisée, il avait isolé le système, et donc il avait empêché les contaminations à l'intérieur. Ça ne nous simplifie pas la tâche pour expliquer les origines de la vie, puisque maintenant il n'y a plus de génération spontanée. Il faut expliquer qu'il n'y a plus de génération spontanée, il y en a quand même eu une fois. La vie a dû apparaître au moins une fois sur Terre, et c'est la question qui s'est posée après la réfutation de la théorie de la génération spontanée. On revient alors avec une image un peu plus classique de Darwin. 1871, on se rapproche du XXe siècle, et j'aime beaucoup cette citation qui a été découverte assez récemment parce qu'elle a été publiée dans des correspondances et pas dans les ouvrages scientifiques de Charles Darwin. Et dans cette citation, on a l'impression qu'il y a déjà toute la base de la chimie prébiotique, et il parle du warm little pond, donc la petite mare chaude. Et dans cette lettre, il discute justement comment est-ce que la vie est apparue sur Terre.
et de la question de savoir si la vie ne serait pas continuellement en train d'apparaître toujours à l'heure actuelle. Et donc, il écrit que donc, it is often said that all the conditions for the first production of a living organism are now present, which could ever have been present. Donc, justement, cette question de si la vie a pu apparaître dans certaines conditions, ces conditions pourraient toujours exister sur Terre. Et il dit, but if, and oh, what a big if, on pourrait imaginer une petite mare chaude avec toutes sortes d'ammoniac, de sel de phosphore, de la lumière, de la chaleur, de l'électricité et du carbone. Donc, les bases, des bases très simples de composés chimiques, avec un apport d'énergie. Il imagine qu'une protéine, donc une molécule relativement complexe, pourrait être synthétisée chimiquement sans qu'il y ait besoin d'un autre organisme vivant, et serait prête à subir d'autres changements encore plus complexes. Donc la théorie de l'évolution chimique déjà avant l'heure. Et il conclut en disant à l'heure actuelle, une telle molécule serait instantanément consommée par les organismes vivants qui sont présents partout sur Terre. Donc, j'aime beaucoup cette définition parce qu'il y a à peu près déjà tout ce que je vais vous raconter ensuite. On pourrait presque s'arrêter là, mais je vais continuer quand même encore un petit peu. On était quand même toujours à se poser la question de savoir comment est-ce que la vie avait pu apparaître sur Terre, puisqu'il n'y avait plus de génération spontanée, comment est-ce que ça se passait. Et au début du XXe siècle, une théorie qui a été très à la mode, qui est la théorie de la panspermie, et qui avait des adeptes assez connus. Les chimistes connaissent tous Arrhenius, ceux qui ont fait un petit peu de cinétique, la loi d'Arrhenius, et qui a été l'un des adeptes de cette théorie. Et il disait que la question n'avait pas trop de sens. Nous ne nous posons jamais la question de l'origine de l'énergie cinétique. Ainsi, nous pouvons nous habituer à l'idée que la vie est éternelle et que s'interroger sur son origine est un travail inutile. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Donc là, on pourrait finir l'école ce soir, si on s'arrêtait là. Pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Parce que la théorie de la panspermie, c'est de dire que la vie est universelle et se propage de planète en planète sous forme de petits spores, de petites molécules, de petits organismes, de petites bactéries à l'état dormant, qui seraient disséminées partout dans le cosmos, poussées par les vents solaires, et qui, de temps en temps, tomberaient sur une planète, et s'ils rencontraient sur cette planète un environnement favorable, pourraient proliférer. Donc, selon la théorie de la panspermie, la vie est apparue sur Terre par apport extraterrestre. Se poser la question de savoir, parce que bien sûr on peut dire à quelqu'un qui défend la théorie de la panspermie, oui mais cette vie qui prolifère partout dans le cosmos, elle est apparue quand ? Comment ? Où ? Nous pouvons nous habituer à l'idée que la vie est éternelle et que s'interroger sur son origine est un travail inutile. On ne répond pas à cette question. Et cette théorie qui est toujours assez vivace dans certaines communautés, si vous tapez panspermie, vous allez trouver des super sites web de gens qui défendent cette théorie. Et c'est assis sur certaines bases expérimentales, comme par exemple en 1906 la découverte de la pression de radiation, qui était basée sur cette expérience qui est décrite ici. Vous avez un sablier qui est sous vide. Dans le compartiment d'en haut, vous faites un mélange de particules lourdes et de particules plus légères, et vous soumettez le sablier à un puissant flux lumineux, et vous constatez que les particules légères vont être légèrement déviées. Donc c'est un résultat physique extrêmement intéressant, mais qui a été récupéré par les adeptes de la panspermie pour justement dire que grâce au flux lumineux, grâce à la pression de radiation, on arrive à propager comme ça des spores et ensemencer différentes planètes. Peu d'avancées en ce qui concerne les théories sur l'origine de la vie,
jusqu'à la publication de ce livre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire le titre et le traduire? Alors, l'auteur, Oparin, c'est facile, et le livre, donc j'ai ici la version anglaise, c'est tout simplement The Origin of Life, donc un livre qui a été publié en 1924. Et donc dans son ouvrage, Oparin pose les bases de ce qu'on appellera ensuite la théorie de l'évolution chimique. Donc vous voyez ici Oparin, et à l'époque je pense qu'il n'avait pas lu la lettre de Darwin avec le worm Little Pond, mais il conceptualise de manière beaucoup plus poussée ce qui avait juste été évoqué par Darwin dans sa lettre, mais c'est l'idée que des molécules, spontanément, dans un environnement donné, vont pouvoir réagir entre elles pour former des structures de plus en plus complexes et pour, de manière naturelle, en quelque sorte, finir par aboutir à l'apparition de la vie. Et donc avec cette théorie, effectivement, on peut imaginer une association de molécules qui réagissent entre elles, qui vont former des structures de plus en plus complexes, et à un moment, on va aboutir à une molécule qui est capable de s'auto-répliquer, de créer des copies d'elle-même, et de temps en temps, dans ce processus d'auto-réplication, commettre une erreur. Et à ce moment-là, on peut dire c'est gagné. On peut enclencher le processus d'évolution. La molécule va être plus ou moins adaptée à son environnement, se complexifier encore, et là, on peut dire que la vie apparaît. Alors, il a écrit 2 éditions de son ouvrage. Donc, d'abord, il émettait l'hypothèse que l'environnement terrestre primitif était plutôt oxydé. Dans un deuxième temps, un environnement plutôt réduit. Et donc, il écrit, ça c'est dans son premier livre. D'abord, on a du carbone qui est disséminé dans l'espace, qui est synthétisé par les étoiles géantes. Il décrit l'évolution de la matière. Ensuite, on trouve que le carbone est un constituant de chaînes d'hydrocarbures qui apparaissent à la surface de la Terre. Dans l'eau de la Terre primitive, des océans primitifs, ces substances forment des composés de plus en plus complexes. Des protéines et des substances similaires apparaissent. Ils arrivent à acquérir une structure de plus en plus complexe et élaborée qui finit par les transformer en organismes vivants. Et ce qui est assez rigolo quand on regarde les 2 ouvrages, donc vous voyez ici le premier ouvrage, il n'est pas très long à lire, il est pas très épais, et la phrase de conclusion, le chapitre de conclusion, il dit « On a toutes les raisons de croire que tôt ou tard, on sera capable de démontrer que la vie n'est rien d'autre qu'une forme spéciale d'existence de la matière. » Et c'était l'époque de l'URSS. Les succès rencontrés récemment par la biologie soviétique laisse à penser qu'une création artificielle de formes de vie très simples n'est pas seulement possible, mais qu'elle sera réalisée dans un futur assez proche. Donc il est au tout début de sa théorie. Quelques années après, il conclut de cette manière, et il dit « Nous sommes confrontés à un problème colossal d'étudier chaque étape de la processus d'évolution qu'il avait décrit dans son ouvrage. La route en face de nous est difficile et longue, mais sans aucun doute, elle porte les promesses d'une connaissance ultime de la nature de la vie. La synthèse artificielle d'organismes vivants est quelque chose de très éloigné, mais pas forcément inatteignable pour nous. Et donc là, vous avez un livre un peu plus épais. C'était uniquement à l'époque de la théorie, puisqu'il n'avait pas les moyens expérimentaux de confronter cette théorie, donc l'évolution chimique, à des expériences.
Et il faudra attendre 1950, quelques années ensuite, pour la première fois, en s'inspirant des idées développées par Oparin, et de manière indépendante, un scientifique anglais qui s'appelait Haldane développait à peu près les mêmes idées, dans un laboratoire américain de l'université de Chicago, sous la direction de thèse de Urey, un prix Nobel de chimie, Stanley Miller, et son directeur de thèse décident de mettre en pratique cette théorie en essayant de reproduire en laboratoire les conditions de la Terre primitive. Alors, simuler l'atmosphère primitive, on est confronté à de nombreuses questions. On imagine qu'il y avait de l'eau liquide, ça à peu près tout le monde est d'accord. La question de la température des océans reste encore débattue. À l'époque, on en savait encore moins. Mais surtout, le point dur, c'était la composition de l'atmosphère. Quelle était la composition de l'atmosphère terrestre avant l'apparition de la vie? À l'heure actuelle, c'est N2O2, mais l'oxygène vient principalement de l'activité biologique. Mais donc, ils avaient le choix entre plusieurs types d'atmosphères, alors qu'on définit, qu'on regroupe sous des appellations soit réduites, neutres ou oxydées. Alors, les atmosphères oxydées sont des atmosphères sous lesquelles le carbone est principalement sous forme de CO2, l'azote sous forme de N2, et où on a de l'oxygène moléculaire. Donc, typiquement, l'atmosphère terrestre, à l'heure actuelle, est une atmosphère type oxydée. Des atmosphères de type neutre, où on n'a pas d'oxygène moléculaire, mais on a quand même le carbone sous forme de CO2, et des atmosphères réduites, qui sont des atmosphères dans lesquelles on a de l'hydrogène sous forme moléculaire, H2, sous laquelle le carbone, alors dans les atmosphères les moins réduites, sont le carbone sous forme de CO2, mais l'atmosphère la plus réduite possible est une atmosphère où le carbone est sous forme de méthane, CH4, et l'azote sous forme d'ammoniac, NH3. Et Miller et Urey, on va voir pourquoi ensuite, ont fait l'hypothèse que l'atmosphère primitive de la Terre était une atmosphère de type réduite, comme celle-ci. Et donc, ils ont essayé de tester en laboratoire. Alors, comment est-ce qu'on fait en laboratoire pour essayer de recréer les conditions de la Terre primitive? Donc, c'est ce qu'on a appelé l'expérience de Miller, qu'on appelle aussi l'expérience de Miller-Urey dans certains ouvrages. L'expérience est constituée de 2 ballons. Dans un des ballons, on met de l'eau liquide, on simule les océans terrestres. Dans l'autre ballon, on met un mélange de gaz. Donc, comme je vous l'ai dit, mélange de gaz réduit, méthane, ammoniac, eau, la vapeur d'eau, qui est en équilibre avec l'eau liquide ici, et de l'hydrogène moléculaire. Si vous faites ça, il ne va pas se passer grand-chose. Le mélange va être thermodynamiquement stable. Par contre, si vous apportez de l'énergie dans l'atmosphère, il peut se passer des choses. Et donc, pour simuler un apport d'énergie, Miller et Urey ont choisi de faire des décharges électriques de manière en fait à simuler des apports d'énergie sous forme d'éclairs, d'orages qui auraient pu avoir lieu dans l'atmosphère primitive terrestre. Donc dans cette expérience, on a un couplage entre les océans primitifs, l'atmosphère primitive, un apport d'énergie. L'eau était chauffée ici, et ils ont fait tourner cette expérience pendant plusieurs jours. Alors, on peut voir sur certains films, on a d'abord quelque chose d'extrêmement... l'eau est limpide, l'enceinte réactionnelle est toute propre, et puis au fur et à mesure des jours, on voit un dépôt de matière qui se fait sur les parois, l'eau qui se trouble petit à petit, et on a évolution de la matière, on a des synthèses organiques qui ont rendu Miller célèbre par la publication de ces 2 pages, qui sont son article dans Science, et qui s'appelle « Production of Amino Acids under Possible Primitive Earth Conditions ». Donc, à partir de son mélange, il a réussi à mettre en évidence la production d'acides aminés. Donc, vous pourrez regarder l'article après. À l'époque, on pouvait faire des articles extrêmement courts. Et
les acides aminés avaient ensuite été analysés par chromatographie sur couche mince, sur papier. Et donc là, vous voyez les tâches correspondant aux différents acides aminés qui avaient été identifiés. Donc à l'époque, c'était le pactole, à partir tout simplement de méthane, d'ammoniac, d'eau et d'hydrogène. On faisait une petite décharge électrique, on s'est barboté dans l'eau. On avait des acides aminés. On avait beaucoup d'autres molécules organiques en plus, mais on avait vraiment pour la première fois réussi à synthétiser les premières briques prébiotiques, les premières étapes en fait, qui devaient conduire ensuite à la synthèse de protéines et d'autres molécules beaucoup plus évoluées. Point important, les composés organiques synthétisés, les acides aminés, sont synthétisés sous forme racémique. C'est-à-dire vous aviez des acides aminés avec un carbone asymétrique, mais on avait 50% de la forme gauche et 50% de la forme droite. Voilà. Et avant de faire la pause, je vais juste discuter un petit peu de pourquoi Miller et Urey ont choisi ce type d'atmosphère et pourquoi ça fait pas longtemps qu'ils ont reçu le prix Nobel, parce que cette découverte était extrêmement importante. Donc, ils n'ont pas fait ce choix au hasard. Ils sont partis sur des observations qui avaient lieu depuis les années 30, qui permettaient de détecter, depuis ces années-là, ces molécules dans l'atmosphère des planètes géantes, principalement Jupiter. L'hypothèse qu'ils faisaient, c'était que toutes les planètes avaient capturé à la nébuleuse solaire, avaient capturé le gaz de cette nébuleuse, et c'était ce gaz qui était le même partout dans la nébuleuse, qui avait constitué l'atmosphère primitive des planètes. Les planètes géantes étant éloignées du Soleil, froides, comparées à celles des planètes telluriques, on pouvait considérer que ces atmosphères n'avaient pas évolué, et donc il se disait que la composition actuelle de l'atmosphère des planètes géantes était en fait un bon modèle de la composition passée de l'atmosphère des planètes tellurique, dont la Terre. Bien sûr, il y a un mais. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte depuis que pour capturer le gaz de la nébuleuse, il faut avoir une masse suffisante de manière à piéger gravitationnellement le gaz de cette nébuleuse. La Terre n'a pas une masse suffisante pour piéger le gaz de la nébuleuse. Donc, l'atmosphère des planètes géantes et l'atmosphère des planètes telluriques se sont vraiment formées avec des processus complètement différents. On dit que la Terre, Vénus et Mars ont des atmosphères secondaires qui proviennent du dégazage du manteau, d'une part, et d'apports de matériaux volatiles via les météorites et les comètes. D'autre part, il est plutôt probable que l'atmosphère primitive de la Terre était dominée par du dioxyde de carbone, de l'azote moléculaire, et on verra tout à l'heure que dans ce type d'atmosphère, les synthèses organiques sont beaucoup plus compliquées. Donc, il aurait plutôt fallu faire ce type de synthèse en utilisant une atmosphère neutre ou une atmosphère oxydée.